Alors bonjour à tous, merci de vous être connectés avec nous aujourd'hui pour participer à ce webinaire organisé par l'Association des juristes d'expression française de la Colombie-Britannique, qu'on appelle également la GFCB pour faire plus court, sur une initiative de la Fédération des associations de juristes d'expression française de Common Law, qu'on appelle également la FAGEF. Je m'appelle Thomas, je fais partie de l'équipe de la GFCB. Le webinaire d'aujourd'hui a pour thème le droit du travail. Il est le deuxième d'une série destinée à vous donner les clés pour comprendre le droit au Canada. Pour ceux d'entre vous qui nous rencontrent pour la première fois aujourd'hui, laissez-moi vous présenter notre association. La GFCB a pour mission de favoriser l'accès à la justice en français en Colombie-Britannique. Ça, on le fait de deux façons. Un, en appuyant les juristes qui sont en mesure d'offrir des services en français. Et deux, en offrant de l'information juridique en français. Le webinaire d'aujourd'hui est composé de 3 parties. En premier lieu, quelques principes fondamentaux, puis les normes d'emploi et ensuite, code des droits de la personne. Il sera présenté par maître Andrew Caricato. Andrew est avocat chez Leadstone à Vancouver, un cabinet reconnu comme l'un des meilleurs au Canada. Il défend les salariés comme les employeurs sur un large éventail de questions liées au droit du travail dans des organisations syndiquées ou non syndiquées. Le recrutement, les licenciements, les aménagements, les droits de la personne, la liberté d'information et la confidentialité, la gestion des présences et de l'invalidité, les enquêtes en milieu de travail ainsi que les relations de travail sont autant de sujets sur lesquels Andrew apporte de solides conseils. Il aide également ses clients à naviguer les litiges du gouvernement local devant les tribunaux de la province, le tribunal des droits de la personne, les arbitrages, WorkSafe BC et d'autres tribunaux administratifs. Aussi, tout récemment, Andrew a également plaidé devant la Cour suprême du Canada dans la cause du Conseil scolaire francophone que vous avez certainement vu dans les nouvelles tout récemment. Enfin, Andrew a obtenu son diplôme de droit du programme de Common Law en français à l'Université d'Ottawa avant de commencer sa carrière juridique en 2012. Et je sais qu'il est particulièrement occupé en ce moment, alors on est vraiment très chanceux de l'avoir avec nous. Donc, merci beaucoup, Andrew, d'être connecté avec nous aujourd'hui. Vous pourrez lui poser vos questions par clavardage avec la fonction questions-réponses, Q&R ou Q&A, dépendamment de comment vous avez ouvert votre application Zoom aujourd'hui, en français ou en anglais. Et Andrew pourra y répondre tout au long de la présentation. Et donc voilà, sans plus tarder, je laisse la parole à maître Andrew Caricato. Andrew? Merci Thomas et bonjour et bienvenue tout le monde. Alors, dans les prochaines cinquantaine de minutes, j'aimerais vous présenter le droit du travail, quelques principes fondamentaux, ainsi comme Thomas a indiqué, nous allons parler des normes d'emploi provinciales et fédérales, ainsi que le droit de la personne au niveau provincial et fédéral. Je vais tenter de laisser assez de temps pour des questions, mais s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Et comme ça, je vais tenter de les répondre aussi pendant la présentation. Petit rappel que le but de cette présentation n'est pas de fournir des renseignements, c'est de vous fournir des renseignements juridiques et non pas des avis juridiques. Si vous avez besoin d'avis juridiques, vous êtes encouragé de faire rendez-vous avec un avocat. Alors, voici ce que nous allons couvrir, déjà annoncé. Alors, l'objectif ou bien le but du droit du travail, c'est de préciser les obligations minimales que les employeurs doivent suivre et respecter. Ça protège les employés
contre des pratiques abusives. Ça assure que tous les employés soient traités d'une manière juste et égale, et ça crée des normes minimales universelles qui s'appliquent à tout le monde également. Ça met en place aussi des mécanismes pour s'assurer que les employeurs suivent les normes minimales. Et il y a aussi des recours pour les employés quand il y a un conflit ou quand un employeur ne respecte pas ses obligations. Et ceci s'applique, alors il y a des lois qui sont provinciales, il y a des lois qui sont fédérales, et ça s'applique à les employés qui sont syndiqués, qui font partie, qui sont membres d'un syndicat, et les employés qui ne font pas partie d'un syndicat. Cependant, les normes d'emploi ne s'appliquent pas aux entrepreneurs indépendants. Alors, on va parler un peu de la différence entre ce que c'est un employé et ce que c'est un entrepreneur indépendant. Alors, ces distinctions sont basées sur la jurisprudence. Alors, ce qui veut dire des décisions des cours antérieures qui nous ont aidés à bien distinguer entre les deux et qui nous donnent certains facteurs qu'on peut chercher ou trouver pour déterminer si une personne est soit un ou l'autre. Alors, de façon générale, la façon qu'on distingue entre les deux, c'est que pour un employé, c'est une personne qui est sous la direction d'un employeur, généralement, et est assujettie à des normes de rendement qui est établies par un supérieur, alors par soit le propriétaire ou peut-être un autre gestionnaire de l'entreprise. Un employé est embauché pour effectuer eux-mêmes le travail et cette personne-là n'est pas autorisée à embaucher ses propres employés sans avoir l'autorisation d'une autre personne de l'entreprise. Un employé gagne un salaire et généralement, il n'est pas exposé à un risque de perte relative à son travail et n'a pas la possibilité de réaliser un profit. Alors, il gagne un salaire, il ne réalise pas un profit. Pour ce qui est des entrepreneurs indépendants, un entrepreneur indépendant exerce des activités comme une entreprise privée, leur propre entreprise. Et il n'y a personne vraiment qui gère leur rendement. Ils travaillent pour eux-mêmes. Et c'est eux qui décident quand et où et comment effectuer son travail. Alors, ils ont de la flexibilité dans leurs heures de travail et aussi dans la façon de rendre service. Ils peuvent embaucher d'autres employés ou d'autres personnes pour leur aider à fournir un service ou à réaliser un travail. C'est eux-mêmes qui assument la majorité de l'investissement nécessaire à réaliser le travail. Alors, ça inclut les outils. Ils utilisent leurs propres outils, leur propre matériel et équipement, tandis qu'un employé, tout ça, c'est fourni par l'employeur. Et puis, un entrepreneur indépendant fixe ses propres prix aussi. Pour un employé, il ne peut pas fixer leur salaire eux-mêmes ou le montant d'argent qu'ils reçoivent quand ils font un travail, tandis que les entrepreneurs indépendants peuvent. Et un entrepreneur indépendant peut aussi décider pour eux-mêmes combien de contrats qu'ils ont. Ils peuvent travailler uniquement pour un
un employeur, ou bien ils peuvent prendre plusieurs contrats avec plusieurs employeurs. Et le nombre d'heures qu'ils travaillent, tout ça, c'est à eux à décider, en autant qu'ils complètent le travail. Et souvent, c'est pour une période déterminée. Alors, un contrat est un contrat à durée fixe, tandis qu'un employé, souvent, c'est à durée indéterminée. Alors, il y a certaines pour et contre d'être un entrepreneur indépendant ou employé. Alors, tel que mentionné, les employés, ils sont sujets et protégés par les normes d'emploi, tandis que les entrepreneurs indépendants ne sont pas. Alors, pour un entrepreneur indépendant, c'est la loi le droit des contrats qui s'applique à eux. Et c'est le contrat qu'ils ont, que ce soit verbal ou écrit, entre eux et la personne qui leur embauche pour faire le travail, qui gère la relation entre entrepreneurs indépendants et l'entreprise qui les embauche. Un contrat d'emploi, ça existe lorsqu'il y a un individu qui accepte de travailler pour une somme d'argent. Et quand il y a une relation, ça crée une relation employé-employeur. Un contrat d'emploi, ça décrit les termes et les conditions entre les parties. Et puis, alors, normalement, c'est l'employeur qui promet de payer une somme d'argent pour certain nombre d'heures de service et certaines conditions ou bénéfices aussi. Ça peut être écrit ou ça peut être verbal. Et les contrats d'emploi ne peuvent pas fournir moins que les normes minimales d'emploi applicables selon la loi. Alors, la loi crée une base et puis c'est possible pour un employeur d'offrir plus que le minimum, mais en aucun temps peut un employeur offrir ou payer ou garantir moins que les normes minimales établies par la loi. Alors, et chaque province a leur propre droit, propre norme de l'emploi, loi qui décrit les normes de l'emploi. En Colombie-Britannique, c'est le Employment Standards Act, et c'est souvent appelé Employment Standards Act ou Employment Standards Code. Ça dépend de la province, du territoire, mais en général, c'est ça. Alors, c'est ça. Une fois qu'il y a un contrat écrit ou verbal entre employeur et employé, ça crée des responsabilités légales, c'est des obligations légales entre les parties. Et puis, l'employeur doit respecter le contrat. L'employé aussi, s'ils ont des obligations dans le contrat, doivent aussi respecter le contrat, les conditions d'emploi aussi. Dans un contrat, il n'y a pas toujours tous les normes d'emploi qui s'appliquent, qui sont écrits dans un contrat. Alors, il faut aussi consulter la loi ainsi que le contrat. C'est toujours mieux d'avoir un contrat écrit qu'un contrat verbal parce que c'est plus facile à prouver ce que c'est la relation, les obligations entre les parties. Certainement pour un employeur, c'est toujours mieux et bonne pratique d'avoir des contrats écrits qui sont implémentés avant qu'un employé commence. Mais pour un employé, c'est peut-être ça peut favoriser l'employé s'il n'y a pas un contrat écrit. Mais
je pense que pour éviter des conflits dans le futur, c'est toujours mieux d'avoir un contrat écrit. Alors, nous avons une question ici qui concerne les contrats. Les clauses qui engagent un employé à rester un certain temps avec un employeur en échange du paiement d'une formation qualifiante pour l'employé sont-elles légales? En France, ça s'appelle une clause de dédit formation. Alors oui, ça peut. Les parties sont libres à décider et à accepter certaines conditions. Alors si un employeur offre de payer pour une formation et qu'une condition s'attache à ce que l'employé reste une certaine période de temps, sinon, ils doivent repayer une portion, dépendamment de quand ils quittent. Alors ça, c'est complètement légal, en autant que l'employé accepte ces conditions-là en échange pour le paiement ou le remboursement de frais de formation. Alors, les normes de travail provinciales et territoriales. Alors, toutes les provinces ont des lois, des codes sur les normes d'emploi qui prévoient les exigences minimales que les employeurs doivent respecter. Voici juste une liste, une très courte liste. Ce n'est pas toutes les normes, mais les plus importantes, je dirais, les plus familiers, c'est les heures de travail maximales. Ça gère le montant de temps qu'une personne peut travailler avant qu'ils ont droit à une pause ou un certain nombre d'heures ou de jours libres entre leur shift. Ça décrit ou ça établit le salaire minimum. Ça établit une rémunération pour les heures supplémentaires. Les jours fériés. Alors, dépendant de si vous travaillez pour le gouvernement fédéral, vous allez avoir certains jours fériés qui sont différents des provinces. Et chaque province a différents jours fériés. Alors, il faut consulter la bonne loi pour ça. Ça établit aussi les congés payés. Que sont les congés payés? Ce n'est pas tous les congés qui sont payés. Il y a aussi des congés qui sont des employés qui ont droit à certains congés non payés aussi. Et c'est dans la loi. Ça encadre aussi les congédiements et les cessations d'emploi. Nous allons parler un petit peu de ça bientôt. Mais par exemple, ça établit le montant de préavis qu'un employeur est obligé à donner à quelqu'un s'il veut congédier quelqu'un sans cause. Et puis les droits au congé de maternité ou au congé parental et aussi, dans certains cas, les régimes d'avantages sociaux. Alors, la majorité des employeurs au Canada, alors plus que 90%, généralement, sont assujettis aux lois provinciales et territoriales, et le reste sont assujettis aux lois fédérales. Et on l'a dit avant, les normes d'emploi ne s'appliquent pas aux entrepreneurs indépendants. Tous les employeurs doivent se conformer aux exigences de la loi. Et la loi a toujours préséance. Alors, comme j'ai dit avant, un employeur ne peut pas conclure ou un employé ne peut pas accepter quelque chose de moins des normes minimales. Cela étant dit, il y a aussi des secteurs où il y a des exceptions. Il y a toujours des exceptions dans les lois. Et puis, dans le cas de plusieurs lois sur les normes d'emploi, les personnes qui travaillent sur une ferme, qui sont membres de la famille,
sont exclus de certaines parties. Si vous êtes professionnel, dépendamment de quelle profession, vous êtes exclu de certaines parties de la loi aussi. Les travailleurs du secteur de la construction, les domestiques à temps partiel, etc. Ceux qui travaillent dans le secteur agricole aussi ou qui sont paysagistes. Alors, il y a certaines exceptions aussi. Alors, si vous regardez la loi en général, sans consulter les règlements, les exceptions se trouvent souvent dans les règlements à la loi. Vous allez peut-être penser que il y a un problème, mon employeur ne respecte pas ceci ou cela, mais il se peut que vous êtes exempté de certaines parties, telles que soit le salaire minimum, congé payé aussi, ou bien rémunération des heures supplémentaires. Alors, normalement, les professionnels n'ont pas droit à une rémunération pour le overtime, pour les heures supplémentaires, par exemple. Alors, il faut toujours vérifier. Une autre question. Est-ce que les normes relatives aux journées maladie sont obligatoires également? Bonne question. Et je sais qu'il y a eu des changements dernièrement dans certaines provinces au sujet de ceci, en vertu de la COVID. Les journées de maladie, il y a certaines journées qui sont obligatoires, qu'un employé peut prendre certains congés. Souvent, c'est non payé, mais dernièrement, il y a eu des changements comme en Colombie-Britannique, je sais, en Ontario, je pense, puis les autres provinces aussi, je pense, ou pas toutes, mais certaines, où les employeurs sont obligés à payer 3 jours de maladie. Au minimum, ça va changer ici en Colombie-Britannique en janvier parce qu'ils vont changer la loi. Les normes courantes vont terminer à la fin de cette année et ils vont changer. On ne sait pas encore combien de jours payés les employés vont avoir droit, mais c'est à savoir bientôt. J'espère que ça a répondu à la question. Sinon, s'il vous plaît, posez une autre. Pour ceux qui sont sujets à une convention collective, parce que vous faites partie d'un syndicat, de façon générale, ça c'est tout un autre. C'est comme une convention collective, c'est comme un contrat entre un employeur et un syndicat et les membres du syndicat. Et le syndicat, c'est le représentant des membres syndiqués, des membres qui font partie de ce syndicat-là. Et c'est divisé en, en différents locales avec un numéro. Local 1451, par exemple. Et puis, la certification va décrire certains employés qui font partie de cette unité et qui est leur représentant syndical. Alors, quel syndicat? Et c'est l'employeur et le syndicat qui concluent une convention collective c'est comme un contrat d'emploi, mais pour les membres de ce groupe-là. Et c'est seulement le syndicat qui peut négocier avec l'employeur. Alors, l'employeur ne peut pas négocier directement avec des employés qui font partie d'un syndicat. Les employés syndiqués, ils ont droit aux normes d'emploi minimales. Alors, encore une fois, la loi sur les normes d'emploi, c'est la base. Je pense que j'ai dit plafond tout à l'heure. Je m'excuse. Ce n'est pas le plafond, c'est la base. Et puis, le plancher. Et puis, souvent, les conventions collectives, les clauses, les articles offrent plus que le plancher. Mais une convention collective ne peut pas avoir des termes qui sont moins avantageux que la loi sur les normes d'emploi. S'il y a conflit entre employés et employeurs,
c'est à travers d'un grief. Un employé doit déposer un grief par l'entremise de leur syndicat contre l'employeur pour essayer de tenter de résoudre le conflit ou quand il pense qu'il y a eu une clause ou un article qui a été violé par l'employeur. Et là, pour les employés qui ne sont pas syndiqués, c'est soit le Employment Standards Branch, vous pouvez apporter une plainte là, ou en cours, à la cour, ou peut-être le tribunal des droits de la personne. Alors, il y a différents forums, tandis que pour un employé syndiqué, c'est toujours à travers leur syndicat et c'est le processus de grief et d'arbitrage qu'on utilise pour résoudre des conflits. Il y a environ un tiers des employés qui font partie d'un syndicat au Canada. Oui, OK. Congédiement. Je sais que ce n'est pas facile ou on n'aime pas parler de ça ou de penser à ça, mais je pense que c'est très important pour penser à congédiement, et particulièrement quand vous êtes au début d'une relation employeur-employé. Quand vous commencez un travail, c'est très important de penser à ce qui va arriver à la fin de cette relation. Et on ne veut pas toujours penser à ça, mais c'est prudent et c'est important. Et souvent, dans des contrats écrits pour des employés non syndiqués, il va y avoir une clause qui décrit cela, qui établit ce que l'employeur doit donner en termes de préavis à l'employé quand il veut congédier la personne ou terminer la relation d'emploi. Dans le contexte syndical, c'est plus difficile de perdre son emploi parce que l'employeur ne peut pas congédier quelqu'un sans avoir des motifs valables. On dit just cause en anglais. Dans certains cas, les employés, alors un préavis n'est pas nécessaire si la personne travaille moins de 3 mois. Alors, ça compte comme une période de probation. Et normalement, un employeur peut congédier quelqu'un dans cette période de probation-là sans préavis, sans raison aussi. Alors, un préavis, indemnité de préavis, c'est ce qui est normalement prévu et c'est obligation de soit donner un préavis où la personne continue à travailler pendant la période de préavis ou bien l'employeur peut verser une indemnité de préavis et dire simplement merci, vous êtes fini aujourd'hui, plus besoin de retourner au travail, on va vous payer une indemnité de préavis. Et cette indemnité-là, c'est le salaire que l'employé aurait reçu s'ils avaient travaillé pendant la période de préavis. Alors, tous les bénéfices, tous les avantages sociaux, les paiements de l'employeur que l'employeur aurait fait pendant la période de préavis, le salaire que vous auriez gagné, c'est comme ça qu'on détermine ou on calcule le montant de cette indemnité-là. Et la seule chose qui ne s'accumule pas, c'est entre autres, c'est le temps supplémentaire et puis les vacances payées. Alors, ça ne s'accumule pas après la date de congédiement. Une période de préavis ne peut pas commencer si l'employé est en vacances ou congé ou est licencié. Alors, l'employeur doit attendre que la personne revienne d'un congé ou de leurs vacances avant de commencer, de leur donner un préavis. OK.
Puis les conditions d'emploi aussi ne peuvent pas changer pendant le préavis. Mais c'est très rare qu'aujourd'hui qu'un employeur va permettre à la personne de continuer à travailler. Souvent, ils vont payer une indemnité. OK. Dans d'autres cas, il peut y arriver ce qu'on appelle un congédiement implicite. Et puis ça arrive quand quand l'employeur change les conditions de travail ou les normes d'emploi de manière fondamentale ou de manière, c'est unilatéral aussi. Il change unilatéralement les conditions de travail ou peut créer un environnement de travail qui force la personne à démissionner son poste parce que sont plus capables de continuer dans les conditions. Il y a plusieurs circonstances qui peuvent donner lieu à un congédiement implicite. Alors ici, par exemple, une rétrogradation de poste. Si vous perdez votre titre ou une portion de vos responsabilités, ça peut mener à un congédiement implicite. Également, un changement d'horaire qui est notable, ça peut aussi mener à ça. Changement de paie. Alors, les employeurs peuvent changer votre paie, des fois, ça dépend. Souvent, normalement, avec assez de préavis, mais si le changement est plus que, je dirais, à peu près, plus que 10%, même 15% ou plus, cela, certainement, ça peut mener ou donner lieu à un congédiement implicite. Alors, ça, c'est pas correct. Et normalement, l'employeur ne peut pas faire ça. Il y a des exceptions, et j'en pense à un exemple où la personne est pas capable de faire leurs tâches régulières, peut-être, ou bien ils ne peuvent pas continuer à travailler à temps plein et doivent, pour être accommodés, l'employeur leur change leur heure de travail à temps partiel. Mais l'employeur n'est pas obligé de payer la personne le montant d'un employé à temps plein parce que maintenant, il travaille juste la moitié du temps. Alors, l'employé a droit aux heures qu'il travaille à temps partiel et non pas au montant complet. Changement de nature du travail, changement d'endroit du travail, ça dépend. Dans plusieurs contrats, il va y avoir des clauses qui disent que l'employeur a le droit de faire des changements de temps en temps et que cela n'engendre pas un congédiement implicite. Alors, il y a aussi ça. Mais quand il n'y a pas de contrat d'emploi, ça peut arriver. S'il y a de harcèlement, intimidation, abus, violence au travail, ça aussi, ça crée un environnement de travail qui peut forcer quelqu'un à démissionner. Et cette personne-là aura droit au préavis. Alors, parce qu'essentiellement, des changements significatifs comme ça, ce que ça fait, c'est qu'essentiellement, l'employeur ne respecte plus les conditions de travail et leur contrat d'emploi. Alors, l'employé peut prendre la position qu'ils ont été licenciés et qu'ils ont droit au préavis ou à une indemnité de préavis selon soit le contrat ou selon les normes d'emploi ou l'accommodement. On va en parler de ça prochainement. Juste vérifier. Pardon, j'ai manqué quelques questions. Est-ce que le syndicat a le devoir de juste représentation auprès de tous ses membres et tous les non-membres cotiseurs? Les syndicats ont devoir oui, ils ont un devoir de juste représentation. Alors, les employés peuvent porter une plainte contre leur syndicat s'ils sont d'avis que le syndicat ne les représente pas justement ou qui discrimine contre eux ou que c'est quelque chose d'injuste. Alors, oui, ça c'est sous le code des lois, le Labor Relations Code, code du travail.
et non pas la loi sur les normes d'emploi. Dans le cas où c'est l'employé qui ne veut pas faire son préavis, est-ce qu'il bénéficie quand même de l'indemnité? Bonne question. Si un employeur donne un préavis et demande que la personne continue à travailler et l'employé ne veut pas travailler cette période-là, mais veut une indemnité, l'employé peut demander, mais l'employeur n'a pas besoin d'accéder à la demande. Si ça c'est le cas et l'employé refuse de venir au travail, ça peut être considéré une démission. Aussi, la raison pourquoi la personne ne veut pas travailler la période de préavis est aussi pertinent. Dans ce cas ici, je n'ai pas assez d'informations, mais pourrait avoir une situation où ce n'est pas raisonnable pour la personne de continuer. Par exemple, parce qu'ils sont sujets à harcèlement ou abus physiques ou violence dans le lieu de travail. OK. Alors, cessation d'emploi. Il y a... ceci arrive quand il y a soit l'employeur ou l'employé met fin à la relation d'emploi. Alors, par exemple, si la personne est congédiée par l'employeur, si la personne démissionne, ou bien est remerciée, c'est un autre mot pour congédier, je dirais, qui démise de ses fonctions. Alors, si ne font pas le travail qu'ils sont obligés de faire. Si la personne est renvoyée ou mise à pied de façon permanente, alors, ou licenciée. Mise à pied, alors, plus dans le cas des employés syndiqués, il y a souvent ou toujours un article qui permet à l'employeur de mettre à pied des employés pour une certaine période de temps s'il n'y a pas assez de travail. Alors, mais pour des employés non syndiqués, c'est rarement le cas, sauf si les parties ont contemplé cela dans leur contrat d'emploi à l'avance. Mais c'est rare de le voir, je le vois rarement. À cause de la COVID, par contre, je crois que c'est une bonne pratique pour les employeurs de revisiter leur contrat d'emploi pour inclure ça, parce que la loi sur les normes d'emploi leur permet de le faire pour un nombre de semaines. Ici, en Colombie-Britannique, c'est un maximum de 13 semaines. 13 semaines dans une période de 20 semaines. Et ça a été utilisé par plusieurs employeurs au début de la pandémie. Mais si ce n'est pas dans un contrat d'emploi, généralement, ce n'est pas permis. Ça constitue une cessation d'emploi. Le délai du préavis, ça dépend de la durée de l'emploi. Mais ça dépend aussi de plusieurs choses. Alors, j'ai mis ici préavis. Il y a 3 sortes de préavis, je dirais. Il y a un préavis contractuel. Alors, ce que les parties s'entendent dans leur contrat entre eux. Ils peuvent s'entendre à un délai de préavis déterminé, soit sur une formule ou sur un montant, en autant que c'est exécutoire et que ça ne contrevient pas les normes minimales. Alors, ça doit être plus que, ou au moins, ce qui est établi par la loi. Par exemple, 1 mois de préavis pour chaque année de service, jusqu'à un maximum de 6 mois. Ou bien 1 semaine de préavis pour chaque année de service jusqu'à un maximum de 24 semaines, ou quelque chose comme ça. En autant que c'est plus que la loi sur les normes d'emploi, les normes minimales, ça va. Le préavis établi par la loi, ça, c'est le plancher. Et dans la majorité des provinces, on ne parle pas de la loi fédérale, c'est
c'est une semaine après 3 mois jusqu'à 12 mois. C'est une semaine de préavis. Après 12 mois jusqu'au deuxième année de service, c'est 2 semaines. Et ensuite, c'est une semaine de plus. Alors, pour la troisième année, c'est 3 semaines, 4 semaines pour 4 ans, jusqu'à un maximum de 8 semaines. Alors, 8 ans et plus de service, ça max comme à 8 semaines. Pour déterminer le délai du préavis, on regarde premièrement s'il y a un contrat ou non. Et puis, s'il y a un contrat, on regarde s'il y a une clause d'avis de résiliation, une clause de délai de préavis. Si oui, la question est encore, est-ce que c'est exécutoire? Est-ce que c'est légal? Parce que si ça fournit moins que les normes minimales, ce n'est pas exécutoire, c'est contre la loi. Alors, les tribunaux les cours vont dire, ben, c'est comme si ça n'existait pas. Et on passe à la common law. Selon la common law, comment on détermine le délai du préavis, c'est on va déterminer selon une considération de plusieurs facteurs. Et puis ça, c'est basé sur la jurisprudence, alors les décisions antérieures. Les facteurs sont l'âge de la personne, la durée de l'emploi, leur salaire, le montant de salaire, leur titre ou comme degré de responsabilité, leur éducation et expérience et la possibilité de mitiger ou trouver un autre emploi similaire. Alors, on va revoir tous ces facteurs-là pour essayer de voir combien de temps est-ce que ça va prendre cette personne-là de trouver un autre emploi similaire basé sur ces facteurs-là. Et ça, le préavis, selon la common law, est plus généreux que le préavis établi par la loi. Alors, au lieu de semaines par année de service, on parle de mois par année de service. Et de façon non officielle, c'est à peu près 1 mois par année de service. Cependant, pour les employés qui ont moins de 3 ans de service, les tribunaux souvent vont ordonner un délai entre 1 et 3 mois de préavis. Alors, c'est beaucoup plus qu'une semaine, ou 2 semaines même, ou 3 semaines. C'est 1 à 3 mois de salaire pour ce délai-là. Au niveau fédéral, c'est un peu différent. Un employé relevant du secteur de compétences fédérales n'est pas tenu de donner un préavis à son employeur avant de quitter son emploi. Mais si l'employeur veut décider de congédier la personne ou l'employé, il est tenu de lui donner un préavis d'au moins 2 semaines et de lui verser, au lieu de préavis, une indemnité qui est égale à 2 semaines de salaire auto régulier. Et ce n'est pas ici, mais plus 2 jours. Il y a une formule, mais c'est soit 2 jours par année de service ou au moins 2 semaines. Alors, c'est 2 semaines plus 2 jours par année de service. Et un employeur fédéral ne peut pas congédier un employé sans motif valable. Il y a un processus si l'employeur a motif valable, c'est correct, mais c'est autrement, c'est un peu comme pour un employé syndiqué. C'est un peu les mêmes protections. Et puis, pour les employés compétences du secteur fédéral, ils ont recours à faire des plaintes chez le programme du travail fédéral, mais aussi à la Cour supérieure ou provinciale aussi. Alors, on va passer maintenant au Code des droits de la personne dans les quelques dernières minutes. Je pense qu'on aura le temps.
Alors, les codes des droits de la personne, chaque province en a, et le fédéral aussi. Ça, c'est quasi-constitutionnel. Ça reflète un peu la Charte des droits et libertés du Canada, qu'on entend parler souvent peut-être plus, mais chaque province a aussi une code. Ça stipule généralement qu'il est interdit de discriminer pour certaines raisons. Et ça, c'est les motifs prohibés. L'âge, on ne peut pas discriminer sur la base de l'âge. L'ascendance, couleur ou race, la citoyenneté, l'origine ethnique, la religion ou la croyance, un handicap, ça c'est physique ou mental, et aussi ça inclut la perception d'un handicap. Alors, si un employeur présume que quelqu'un a un handicap physique ou mental et leur traite différemment, ça peut aussi constituer la discrimination. L'état familial, l'état matrimonial ou le célibat, l'identité sexuelle, et plus récemment aussi l'expression de l'identité sexuelle, l'assistance sociale en matière de logement seulement. Ce n'est pas dans toutes les provinces, mais dans certains. Le casier judiciaire en matière d'emploi seulement. Ça aussi, ça change de province en province. Le sexe, alors qui inclut la grossesse, l'allaitement et puis l'orientation sexuelle aussi. Alors, les employeurs n'ont pas le droit de discriminer ou de traiter leurs employés différemment en matière de l'emploi ou dans les annonces d'emploi non plus, dans certaines provinces, pour ces motifs-là. Au fédéral, c'est le Code canadien des droits de la personne qui s'applique. C'est très semblable, les motifs, sauf peut-être quelques-uns. Et puis, c'est important de aussi reconnaître que dans toutes les provinces, les tribunaux des droits de la personne vont définir et traiter différemment les différents motifs. Alors, c'est pas standard à travers le Canada. Mais pour ceux qui travaillent dans le secteur fédéral, une industrie ou un secteur fédéral, c'est le Code canadien des droits de la personne qui s'applique. C'est ça. Condamnation fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une suspension du casier judiciaire. Encore une fois, c'est différent de toutes les provinces et au fédéral, c'est pas toujours le même. OK. Et si une personne, alors si vous vous sentez que vous êtes traité différemment sur ces motifs-là, l'employeur a une obligation d'offrir un accommodement raisonnable aux employés qui souffrent de certaines maladies, par exemple, ou qui se trouvent dans certaines de ces circonstances particulières-là. Mais c'est limité. Et puis, c'est jusqu'à un préjudice excessif ou injustifié. Ça aussi, c'est on regarde à la jurisprudence pour déterminer qu'est-ce que c'est un préjudice excessif ou injustifié. Mais normalement, c'est très difficile de se rendre à ce point-là. C'est un haut standard pour les employeurs. Si, par exemple, c'est souvent on parle d'une certaine maladie. Souvent, c'est ça, maladie physique ou mentale. L'employé doit le déclarer ou aviser leur employeur qu'ils ont une difficulté. L'employeur a le droit de demander quelques questions par rapport à cette déclaration-là. Par exemple, peut demander pour une note médicale qui décrit les limitations, les restrictions médicales que cette personne a vis-à-vis leur responsabilité ou leur tâche. Et puis,
c'est l'obligation de l'employeur de prendre en considération cette information médicale-là et de tenter d'accommoder la personne jusqu'au point, jusqu'à un préjudice excessif. Alors, ça pourrait vouloir dire changer leur horaire, changer le lieu de travail, peut-être une réintroduction au travail après une période de congé qui est graduelle pendant plusieurs jours ou semaines. C'est vraiment n'importe quoi. Ça peut aussi vouloir dire que certaines tâches que la personne n'est pas capable de faire, on va les changer, les modifier. Mais c'est à l'employeur d'adopter ces mesures d'accommodement-là et c'est basé sur la preuve médicale ou d'autres preuves. Et c'est la responsabilité de l'employé de justifier le besoin et de coopérer dans le processus d'accommodement. Sinon, vous pouvez être congédié pour motif valable. Et voilà la présentation. Il nous reste encore 2 minutes. Alors, si vous avez des questions. Super, merci beaucoup Andrew pour ta présentation.